Bonjour à tous, bonjour Jérémy, Bonjour à tous. merci d'être sur notre webinaire, sur la formation, sur la déclaration des revenus fonciers 2020, sur les revenus 2019. Donc on va peut-être se présenter un tout petit peu. Alors moi je connais quelques participants, Jérémy aussi. Merci d'être venus nombreux. Jérémy, je te laisse peut-être te présenter, puis ensuite je reprendrai Oui, la main. Jérémy Andrieux, moi actuellement je suis le directeur commercial du groupe Harvey. Je vois que sur les connectés, il y a pas mal de nos clients à Romaric et à moi, et puis aussi des nouveaux arrivants. L'idée d'aujourd'hui, ça va être de vous aider dans cette période un peu délicate de la déclaration des revenus. Et notamment, on a choisi de traiter un point qui est la déclaration des revenus fonciers. Exactement. Merci Jérémy. On va essayer d'être le plus précis possible. Ça fait partie normalement de nos compétences. Je vois qu'il y a des, il y a des amis à moi, Jean-Noël, des clients qui me taquinent sur le book, mais c'est le confinement. Voilà, on se laisse un peu aller laisser pousser un peu tout ça. Donc bon, voilà, j'espère que tout va bien en tout cas dans cette période un peu particulière. Nous, on travaille d'arrache-pied. On est extrêmement sollicité justement dans cette période de déclaration. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner un maximum d'informations sur notre cœur de métier qui est l'immobilier qu'on pratique depuis plus de 10 ans maintenant, pour certains de la boutique encore plus longtemps. Voilà, et d'être le plus clair possible et que vous puissiez comprendre. Vous pouvez poser des questions, vous pouvez discuter dans le chat. On va essayer de dérouler la formation et ensuite de répondre aux questions que vous pourriez avoir entre Jérémy et moi. N'hésitez pas. On répondra peut-être pas toujours tout de suite, mais on reprendra, on essaiera de le faire avec Jérémy au fil de l'eau. D'accord? Oui, juste pour préciser, ceux qui n'ont peut-être jamais utilisé Livestorm, sur le pavé de Oui, droite, effectivement, vous avez un chat, mais vous avez aussi une possibilité de poser des questions via un onglet questions. Donc n'hésitez pas, comme ça, moi je les consulterai et je pourrai les poser à Romaric, parce que Romaric aime bien parler. Des fois, il est pris dans son élan. Donc je l'arrêterai pour poser vos questions. Alors n'hésitez pas à nous solliciter. bon, merci Jérémy. Donc vous l'avez compris, via notre académie Harvey, et il y en aura bien d'autres qui vont arriver. En tout cas, aujourd'hui, le but, c'est de savoir comment faire sa déclaration des revenus fonciers de 2019. Évidemment, vous le savez, ça s'est ouvert. Alors, juste petit aparté quand même, en ce moment, avec le Covid, il y a eu des décalages sur les dates. Il y a un peu de délai qui a été laissé. Donc, vérifiez bien dans quel secteur vous êtes. Et on trouve tout sur Internet en fonction des départements pour les dates limites de déclaration. Qu'est-ce qu'un revenu foncier? Les revenus fonciers proviennent évidemment des locations non meublées, des propriétés urbaines ou rurales, plus tous les revenus des parts des SCI dotés de transparence fiscale. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais effectivement, il existe des revenus qui sont meublés, donc ça c'est hors catégorie, et dans les SCI, il y a la possibilité d'opter pour des sujets un peu différents fiscalement, et donc ce ne sont pas des revenus fonciers à déclarer sur les revenus classiques, et donc on va les sortir du champ aujourd'hui, c'est vraiment au titre du particulier. Comment on commence une déclaration? Ce qu'il faut préparer en amont. Il faut télécharger toutes les déclarations sur le site impôt.gouv, se munir d'une gomme et d'un crayon et de tous les documents personnels. Alors, juste 2 minutes. Évidemment, on peut le télécharger et le faire au brouillon. L'État force les télédéclarations. Il est tout à fait possible également d'aller sur impôt.gouv, de le faire en ligne, de corriger à souhait sa déclaration. Pour détendre tout le monde également, en cas d'erreur ou d'oubli ou autre, au moment de l'avis d'imposition, élément important qu'on recevra avant la fin d'année, on peut faire également des requêtes, des réclamations pour changer des corrections 2 ans plus l'année en cours. Donc, faut éviter, mais si erreur il y a, et ça arrive, il est possible de le faire évoluer. Donc jusque-là, il n'y a rien de très compliqué. Tout le monde devrait pouvoir y arriver. J'ai pris un exemple, on s'est concerté avec Jérémy, donc j'ai pris un exemple d'une personne
d'un couple, Monsieur Harvey et Madame Donna. Vous avez compris que c'était un peu le fil conducteur de notre boutique, qui gagne 80 000 euros à l'année et qui a un enfant. On a un abattement fiscal tout simple de 10%, donc on est à 72 000 euros de revenus à déclarer et ils se retrouvent dans leur tranche marginale haute à 30%. Précision sur les segmentations des tranches marginales. Aujourd'hui, il existe la tranche 0, 14, 30, 41 et 45 pour rassurer tout le monde. Alors, c'est toujours très douloureux, mais quand on saute une tranche, on n'est pas rattrapé sur la totalité de ses revenus. C'est sur la tranche haute qu'on est taxé à 14, 30, 41 ou 45 pour les plus grandes rémunérations. Cela nous donne un impôt sur le revenu de 8 321 euros. Je dis ce montant-là, évidemment, avant toutes les évolutions fiscales. On parle de 2020. Il est possible que ces montants soient ajustés dans les années futures, à la hausse ou à la baisse. Chaque année, un barème d'imposition est établi et on s'y réfère, tout simplement. Donc, en gros, un mois de salaire qui correspond à son impôt sur le revenu. C'est l'exemple de cette famille-là. Et on va rentrer dans le vif du sujet. Notre famille achète donc en l'an 2000 un appartement à Bordeaux d'une valeur de 300 000 euros. Aujourd'hui, cet appartement est loué par une agence à 750 euros par mois. Assez simple à comprendre, un cas classique, et on va dépiler comme ça les cas des revenus fonciers. Cet appartement est loué. On peut juste préciser qu'il n'y a pas de crédit sur cet appartement puisqu'il avait été acheté en 2000 et donc le crédit a été soldé. Exactement. Merci Jérémy, tu as tout à fait raison. Cette personne avait pris un crédit sur 20 ans, crédit soldé, plus d'intérêt, tu as raison. Et donc ça me fait la transition sur le T3 à Bordeaux d'une valeur de 300 000 euros, donc un loyer annuel de 9 000 euros par an, sur lequel il y a un bout de frais de gestion parce que cette famille donc, se fait aider par un gestionnaire immobilier pour faire les entrées et sorties de locataires. On peut déduire quelques frais supplémentaires, notamment les assurances et la taxe foncière, et ils n'ont pas fait de travaux cette année. On va analyser la première option qui s'appelle le microfoncier. Le microfoncier est un régime qui permet de déclarer jusqu'à 15 000 euros de revenus bruts hors charge avec un abattement forfaitaire de 30%. Ça, c'est un calcul assez simple. Si je n'ai pas 30% de frais, donc 15 000 euros fois 30%, donc si je n'ai pas 4 500 euros de frais à l'année, j'opte pour le régime du microfoncier et donc un abattement forfaitaire où je n'ai évidemment pas de régimes spéciaux type Pinel ou autre loi de défiscalisation associée à ce bien. Comment je le fais ? Je prends la 2042 qui est disponible et sur le site des impôts.gouv et un peu partout, mais c'est toujours mieux d'aller sur le site officiel et de prendre ce formulaire et donc de remplir une petite case qui s'appelle la case 4BE. Je mets simplement microfoncier, recette brute sans abattement, n'excédant pas 15 000 euros. Ça fait le calcul tout seul. Je mets donc et j'inscris mes 9 000 euros. Et une fois que j'ai mis ces 9 000 euros, l'État, enfin le logiciel des impôts.gouv calcule les 30%. Il n'y a pas de calcul à faire. Donc, soyez bien concentrés sur ce sujet-là. Ne faites pas vos petits calculs d'apothicaire. Vous remplissez dans les cases et tout est fait. C'est toujours bon quand même de se valider que voilà, ça a bien été pris en compte parce que ça reste quand même de l'informatique. Mais de manière générale, il n'y a pas d'erreur majeure. Peut-être que Jérémy, tu as déjà vu un cas d'erreur qui pouvait arriver ou pas là-dessus, non. Non. Les erreurs qui peuvent arriver, c'est effectivement de prendre ses loyers, d'abattre directement les 30% et de reporter ce montant-là dans les cases. Oui. C'est bien les loyers bruts que vous devez reporter dans les cases et non pas le loyer après l'abattement des 30%. On est d'accord. C'est souvent une erreur humaine plutôt qu'une erreur de la machine. Donc, ensuite, on va dérouler les autres cas des revenus fonciers. Celui-ci, c'est le plus simple. Avant de dérouler, on va regarder quand même l'impact sur votre impôt. Donc, l'idée, c'est de comprendre quel régime utiliser. Parfois, il y en a des obligatoires, il y en a des optionnels, et parfois, c'est juste une question de bon sens. Et donc là, dans ce cadre-là, avec le régime du microfoncier, on ajoute 6 300 euros de revenus, soit, donc on va déclarer 78 300 euros, qui va donner un impôt après cette déclaration de 10 211 euros, et des prélèvements sociaux
qui ne sont impactés que sur les revenus fonciers à hauteur de 17,2 de 2 973 euros d'impôts en plus, donc 1 083 euros de prélèvements sociaux supplémentaires qui viennent se rajouter à la note fiscale. Donc, voilà, en résumé, 9 000 euros, je les déclare, ça me rajoute 6 300 euros et ça calcule un montant d'impôt supplémentaire. Premier cas simple, qui est plus ou moins rare en fonction de l'âge des clients avec qui on travaille et des gens qui font les déclarations, parce que parfois il reste quand même du crédit. J'ai acheté récemment des travaux et c'est ce qu'on va voir sur le cas numéro 2. Ils achètent donc un second bien en 2019, comptant de leur premier investissement. Ils font une acquisition d'un appartement dans l'ancien à Toulouse de 250 000 euros, un T2 qu'ils rénovent avec 40 000 euros de travaux. Jusque-là, ce sont des cas assez classiques, mais qui se répètent de manière récurrente. Deuxième appartement, je rappelle que cette personne, enfin ce couple a toujours son premier appartement à Bordeaux, il ne l'a pas vendu. Et deuxième appartement, donc loyer 9 000 plus 6 600 euros de loyer. Et on constate que il a toujours ses frais de gestion parce que c'est de coutume, il n'a pas envie de s'occuper de ses biens, et à Bordeaux et à Toulouse et habitant ou à Paris ou autre, des frais, des assurances, ses travaux, on le peut déduire. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais il y a 2-3 petites astuces. Peut-être, Jérémy, tu veux faire une remarque sur les travaux déductibles, de faire bien attention sur ce schéma-là. La taxe foncière et les intérêts de la banque. Jérémy, une petite remarque sur les travaux? Oui, sur les travaux, c'était surtout c'est jusqu'à cette année où il y a une spécificité qui est liée au CIMR qu'ils avaient mis en place en 2018, où les travaux que l'on faisait sur 2018 et 2019, il pouvait y avoir des effets d'aubaine qu'on verra justement dans ce cas-là. Ceci dit, sur les prochaines années de votre déclaration, vous aurez plus le choix par rapport à ça. Donc ça sera vraiment spécifique à cette année, mais il faut bien être attentif. Et dans le deuxième cas, ça sera bien expliqué en quoi vous avez pu avoir des effets d'aubaine liés aux travaux. Au lieu de défiscaliser 100% des travaux, vous avez peut-être pu défiscaliser jusqu'à 150%. Exactement, dû au prélèvement à la source. Tout à fait. De l'année dernière. Voilà pour le cadre, c'est posé. Revenu foncier brut annuel, 15 600 euros. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle le revenu foncier net, parce que je l'ai un peu devancé, mais l'État ne calcule naturellement, c'est un principe de base, comme les frais réels, comme les 10%, comme un entrepreneur, on a le droit de déduire les dépenses afférentes à un gain, donc il va taxer le revenu net. On se dirige sur la 2044, cette fameuse 2044. Il y en a, attention, des 2044 spéciales, 2044 EB, enfin, il y a plein de sujets. On verra ça peut-être tout à l'heure, mais en tout cas, là, c'est la 2044, déclaration des revenus fonciers. Je précise qu'effectivement, là, ayant 2 appartements, on ne peut pas faire le choix, lorsque l'on loue nu 2 appartements, d'en choisir un au microfoncier et l'autre au réel. Donc, si on choisit une option, c'est pour les 2 appartements. Exactement. Merci de la précision, Jérémy. Ce qui fait que si vous déroulez la formation, le calcul doit s'opérer systématiquement. Et tu l'as vu récemment sur un de nos clients, Jérémy, quand tu prends une option, il y a un délai de prise de l'option et on peut le faire changer. Mais est-ce qu'il y a des limites là-dessus? Il y a une limite de 3 ans. Ça veut dire que si on choisit d'être au réel, on s'y engage pour 3 ans. D'accord. Minimum. On ne peut pas se dire, là j'ai eu des travaux, donc je les passe, et puis après je repasse au micro. C'est pas possible. Sinon, ça serait trop facile de jouer avec les travaux. En fonction des années, exactement. C'est du bon sens. Petite philosophie fiscale. Il y a des choses où c'est quand même plutôt bien fait, de manière générale. Il y a toujours une logique, on peut adhérer ou pas, mais ce qui là, comme c'est cette histoire, c'est de ne pas jouer comme ça avec tous les abattements nécessaires. Il faut quand même avoir un peu de bon sens. Donc, j'intègre mon identité et mon adresse. Si je suis en SCI, donc cette première page qui au début de ma carrière avait été un peu compliquée à comprendre, je ne saisissais pas quand on est tout jeune dans le métier, mais effectivement cette partie-là concerne la SCI. Il faut mettre le nom et le prénom des associés et de signer la déclaration si elle est papier, si elle est en ligne, ça se fait automatiquement. Jusque-là, niveau facile.
On a une question, Romaric, de Pascal qui demande pourquoi le premier appartement en 2042 et le deuxième en 2044. Alors, tout simplement parce que la 2044, c'est le détail des revenus fonciers et sur un micro-foncier, nous n'avons pas besoin de faire une 2044. Pascal, tu nous devances un peu, mais c'est très bien. À la fin de la 2044, il y aura un report en 2042, sorte de mini-résumé. C'est comme ça, donc où on a le micro et on a le résumé de la 2044. Donc, micro-foncier en 2042 immédiatement. Et en régime réel, on est obligé de faire un passage en 2044 qui viendra reporter ensuite en 2042. Voilà. Jérémy, merci pour les questions. Là, comme je suis en plein écran, moi, de mon côté, je ne vois pas les questions. Donc, si jamais il y a des questions, moi, je ne peux pas voir le chat à l'instant. Donc, n'hésite pas. Hein. Pas de problème. Je passe donc en page 2 et 3. Page 2 et 3, je mets nom et prénom des locataires, la date de l'acquisition de l'appartement et l'adresse de l'appartement. Nom et prénom de vos locataires, c'est aussi pour faire des recoupements hein, pour tout ce qui concerne les taxes d'habitation. Ils essayent de collecter un maximum d'informations pour recouper et pour ne pas se retrouver un peu embêtés avec taxes d'habitation, taxes foncières et taxes d'ordures ménagères. Bref, au plus on est complet, au mieux c'est. Donc là, je ne m'étale pas, c'est assez facile. Et on va rentrer dans le détail. Vous le verrez sur la 2044, il y a 2 grandes colonnes. Et évidemment, je déroule en fonction des colonnes chaque appartement. Le premier, 9 000 euros, si on a bonne mémoire des slides, sur le premier appartement et 6 600 euros sur le deuxième. On a mis une petite note. Au niveau des loyers, il y a différentes cases, notamment pour les assurances ou le fait que ce soit pris en charge par certaines subventions. Donc ça, c'est souvent votre gestionnaire qui vous le donne. Si vous êtes tout seul à louer le bien, ben là, il faut se creuser un peu la tête pour savoir de quel endroit sont arrivés et de quelles personnes sont arrivés les loyers, juste pour être le plus précis possible. Ok. Jérémy, un commentaire sur ces cases-là? Non, tu as été très clair. De toute façon, c'est ça. C'est soit vous percevez des loyers directement de vos locataires et il faut les remplir dans ces cas-là en case 211. Il peut y avoir effectivement des aides que vous touchez par un organisme quelconque. Dans ces cas-là, ça peut rentrer en 212 ou en 213. Mais généralement, vous le savez, lorsque vous louez via un organisme votre bien. Et la petite astuce de ces derniers temps, qui a beaucoup fait jaser, mais qui est là, du coup, hein, la ligne 214, nouvelle arrivante. Alors, quand il y a des nouvelles lignes hein, sur les 2044, c'est jamais bon signe. C'est une propriété dont vous décidez de vous réserver la jouissance, parce que vous vous dites, c'est cool, je trouve ça sympa d'avoir ma petite maison secondaire. Et donc, il y a une location que vous auriez dû avoir qui est taxée. Donc, c'est toujours un peu ennuyeux, mais oui, il y a une taxe sur la valeur locative des propriétés. C'est comme ça. Ils ne sont pas loués. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans les impôts. L'idée du gouvernement, c'est justement pour inciter les particuliers à mettre en location les biens style résidence secondaire. Oui, alors sur cette ligne 214, je voudrais apporter une précision, notamment, c'est concernant les terrains. Sur la résidence secondaire, le sujet est un tout petit peu différent. On peut détenir cette 214, en 2044, c'est sur les terrains qu'on aura une valeur locative calculée. Voilà. D'accord? Concernant les frais et charges, donc là, on va reporter les frais d'administration qui ont été calculés, les frais de gestion. Donc, on reprend ce qu'on a mis en 221, en 222 et en 223. Concernant la ligne 224, c'est la ligne des travaux qu'on a évoqué tout à l'heure. Et pour 2020, il y a un petit changement, notamment avec une rubrique supplémentaire à cause des travaux et du prélèvement à la source. La taxe foncière, grosse vigilance sur la taxe foncière, on l'oublie. Il faut savoir que quand on loue, on refacture
la taxe d'ordure ménagère. Et donc, elle ne peut pas être déductible. Donc, il faut prendre la taxe foncière, mais ce n'est pas le montant que vous payez en facial. Il faut retourner sa taxe foncière ou aller sur la page numéro 2 si vous êtes sur ordinateur et bien déduire la taxe d'ordure ménagère qui, normalement, a été refacturée chez le locataire. Si ça n'a pas été fait parce que vous n'êtes pas en gestion ou que vous n'avez pas transmis votre taxe foncière à la gestion, il faut le faire. Soit vous appelez votre locataire, si vous êtes en direct, soit vous envoyez la taxe foncière à votre gestionnaire pour qu'il puisse la refacturer sur le prochain loyer. Donc ne l'oubliez pas, c'est à coût de 100, 150 euros, 200 euros en fonction des taxes foncières. C'est un peu dommage de passer au travers. Hein, si vous rajoutez ça sur 10 ans, on voit que les chiffres peuvent vite commencer à être élevés. En charge de copropriété, alors je ne me suis pas embêté à tout rajouter, hein, mais il y a des provisions pour charges payées en 2019, la régularisation des charges de copropriété. Donc tout ça, ça se rajoute évidemment sur cette 2044 en fonction des appartements des charges qu'il y a dans les appartements. On a un total de charges et on a les intérêts d'emprunt. Ce qu'on remarque, c'est qu'en ligne 250, les intérêts d'emprunt, il n'y en avait pas sur le premier parce qu'il était soldé et il y en a évidemment sur le deuxième parce qu'il a été fait à crédit. Je vais avancer sur cette prochaine page. Alors, la page travaux, hein, je l'évoquais à l'instant, sur la rubrique 500 de la page 5. On doit, sur cette année, sur les travaux réalisés en 2019, il y a aujourd'hui on va dire un dopage de ce montant à hauteur de 50%. C'est juste pour compenser. Alors, il y en a qui ont eu un avantage, il y en a qui ont eu un désavantage, il y en a, ça ne leur a rien fait gagner. En fonction du montant, c'est un peu technique, on ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais il faut être bien vigilant et bien remplir cette case-là sur cette année 2019 qui disparaîtra l'année d'après, sauf nouvelles idées de l'État. Mais voilà, bien être vigilant, c'est la première fois que ça arrive sur le passage du prélèvement à la source, sur ce cas-là, des dépenses des travaux en 2019. Et on le voit, on le met évidemment que sur les travaux de l'appartement numéro 2. On retourne, donc ça c'est un peu compliqué. Alors si c'est sur papier, c'est nous qui le faisons. Si c'est en ligne, bien vérifier que le report a été intégré. Dépenses de réparation d'entretien, 60 000 euros, et vient dans la colonne totale des frais et des charges se rajouter en négatif. Juste, vous constatez qu'il n'y a pas de moins ni de plus sur une 2044 ou sur le site. Comme tout est intégré, les moins et les plus se font. Alors, pas sur papier, évidemment. Il ne faut pas mettre un petit moins là-haut. Il faut mettre les montants et le calcul se fait automatiquement en rajoutant et en enlevant les parties charges et les parties gains. Donc, jusque-là, je l'espère tout le temps être assez clair. Alors, important concernant les intérêts d'emprunt, où les trouver? Les intérêts d'emprunt se trouvent sur votre tableau d'amortissement. Alors, important, Jérémy, tu peux peut-être faire une remarque sur ce sujet-là, notamment sur les tableaux d'amortissement qui ne sont pas définitifs. Oui. C'est important parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui sont toutes bêtes, mais Jérémy, explique un peu la finesse de ce document. Disons qu'effectivement, lorsque vous avez une offre de prêt qui est éditée par la banque ne sait pas exactement à quel moment vous allez débloquer les fonds. Donc, elle vous donne un tableau d'amortissement qui est un provisoire. Ceci dit, donc il peut y avoir un décalage parce qu'il prévoit des années qu'ils vont appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais ce qu'il faut, c'est que juste derrière, une fois que vous avez débloqué les fonds, vous allez avoir de la banque un tableau d'amortissement définitif. Et c'est bien sur ce tableau d'amortissement définitif qu'il faut relever les intérêts. C'est ça. Et parfois, ils sont pas envoyés automatiquement, les tableaux d'amortissement. Oui, c'est pour ça qu'il faut les demander à la banque. Ou certaines banques vous envoient un relevé des intérêts annuels à l'année, mais toutes les banques ne le font pas. Donc, il faut quand même être vigilant et aller sur son espace client de votre banque pour aller récupérer les tableaux d'amortissement définitifs. Exactement. Et on peut, pour se rassurer, parce que ça c'est le cas, demander ce que je vous ai montré là, notamment le résumé des intérêts payés, l'attestation des intérêts payés en 2019. Ça, la banque, elle l'édite tous les ans, ils ont l'habitude, ce qui fait qu'il y a le montant exact. C'est plus facile que parfois que de faire une erreur de calcul en reprenant mois par mois les intérêts d'emprunt et assurance.
qu'on a sur son tableau d'amortissement. Et je dis ça encore plus aujourd'hui, peut-être pour l'année 2021, dans une période de Covid où certains ont décalé leurs échéances, par exemple. Ça va être, à mon avis, une usine à gaz pour recalculer, savoir quelle échéance, comme parfois c'est au prorata des jours. Donc on ne s'embête pas. Un petit mail janvier, février à son banquier pour lui demander de vous envoyer l'attestation des intérêts d'emprunt payés sur le prêt concerné chez lui en 2019. Voilà, comme ça. Et l'assurance décès invalidité, effectivement, quand elle est dans la même banque. Oui, et l'assurance, bien joué Jérémy, l'assurance décès invalidité quand elle est dans la même banque. Sinon, si vous avez fait une délégation d'assurance, il faut demander à votre assureur l'attestation de l'assurance 2019. Il y a Pascal qui demande comment les 40 000 de travaux se sont transformés en 60 000. En fait, il y a sur la partie prélèvement à la source, pour ceux qui avaient fait des travaux en 2018, 2019, il y a une augmentation de 50% parce qu'il y a eu une exonération en fait des revenus fonciers sur l'année 2018 et donc on dope de 50%, c'est un texte de l'État, les revenus fonciers. Et donc, 40 fois 50%, ça fait 20 000. 40 plus 20, ça fait 60. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'était un effet d'aubaine qui était lié vraiment au CIMR, mais qui n'apparaîtra plus dans Oui. les années suivantes. C'est la dernière année où on a le droit à ça. Exactement. Donc, c'est une petite aparté pour cette année-là. C'est pas toujours le cas. Pour ceux qui ont des revenus fonciers depuis 10 ans ou qui ont acheté il y a 10 ans et qui n'ont pas fait de travaux l'année dernière, voilà, c'est pas pour tout le monde. Mais soyez bien vigilants là-dessus pour ceux qui ont engagé des travaux en 2018 et 2019. Donc, ça nous a... Dis-moi. Une autre question, il y a Jean-Noël qui demande si les travaux de ravalement effectués en 2018-2019 sont concernés par le CIMR. Alors, tout dépend si ça a été engagé par. Alors, c'est la copro qui l'a engagé? Je ne sais pas, mais bon. Est-ce que c'est un travaux de ravalement Alors, j'ai pas de réponse. Bon. Oui, et alors, Jean-Noël, de manière générale, en plus, le syndic, en fait, vous édite, moi j'ai eu pas mal de résumés et de récaps de 2044 concernant les gestionnaires. Ils ont effectivement, ils rentrent dans cette partie-là et ils te mettent les calculs qui vont bien pour cette déclaration et pour les travaux. Donc, il faut se rapprocher du syndic, mais oui, c'est éligible. Voilà. Après, pour vraiment enfin, on peut regarder au cas par cas. Évidemment, là, on donne une formation générale, essayer de faire au mieux. Et s'il y a vraiment d'autres finesses, on rentrera au cas par cas dans le futur avec vous si au besoin. Donc, le revenu taxable par appartement, bénéfice ou déficit, se fait donc par appartement, comme je viens de le dire, par colonne. Et ensuite, il va y avoir un plus. Donc là, on a pris un screenshot du bout de la 2044 qui vient rajouter finalement 15 600 euros, donc 9 000 plus 6 600, les déficits, les intérêts d'emprunt et soit un plus, soit un moins. Donc, si c'est un plus, ça génère des impôts et de la CSG. Si c'est un moins, ça peut parfois se reporter sur le revenu global ou se reporter pendant maximum 10 ans sur ce qu'on appelle un déficit antérieur. Mais là, on verra ça un poil plus tard. On remplit les travaux des appartements. Donc, immeuble numéro 2, parquet peinture qui fait tout à Toulouse. En 2019, 40 000 euros. Les intérêts d'emprunt à Manhattan, New York. Je souris. Alors, j'en profite parce que bon, il y a 2-3 petites blagues dans le PowerPoint de remercier ceux qui font cette formation. On a des gens compétents. J'espère qu'elle vous plaît surtout, mais en tout cas, moi, je la trouve magnifique et j'aurais été bien incapable ni de choisir ces couleurs-là, ni de la dépiler. Donc voilà, une société, c'est aussi une équipe, donc je ne suis pas tout seul. Donc merci à toute cette partie-là. Pour ceux je sais qu'il y en a qui regardent aussi, mais c'était un petit message de sympathie. Revenons à nos moutons. Donc voilà, on intègre ce qui va bien, intérêt d'emprunt, paiement de travaux. Jusque-là, rien de très compliqué, niveau facile. Vous avez que le petit pouce nous suit tout au long de la formation.
Ces calculs-là, normalement, se font seuls en ligne. Sinon, ben, ils vous le disent, hein, reporter à la question je crois, de Pascal tout à l'heure, à reporter en case 4BA, donc dans la déclaration 2042. Je réponds donc à ta question, enfin, ça correspond à ce que tu avais demandé. Ben, ça vient se remettre sur cette 2042 et vous verrez que sur la 2042, il y a ce micro-foncier et ce résumé finalement de la 2044 qui est donc dans ce cadre-là un peu plus détaillé. Donc, on a un déficit, un résultat foncier. Donc, si positif, on peut imputer sur les déficits antérieurs restants. Donc, ça, c'est dans la case 450. Si c'est du revenu négatif, on a la possibilité de reporter sur ces revenus du travail à hauteur de 10 700 euros. C'est ce qu'on entend parfois en faisant du déficit foncier. Ou si je fais des travaux, est-ce que je peux les déduire de mes revenus? Encore une fois, ça dépend. La première année, oui. Après, il est reportable. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que sinon je vais vous noyer. Mais dans une première attaque de travaux, oui, je peux déduire de 10 700 euros. Et on va le voir sur la prochaine petite slide ou la deuxième, que ça fait une économie d'impôt substantielle. Si on a réalisé une vente ou arrêté la location d'un bien, c'est à ce moment-là qu'on vous propose de le préciser, notamment pour la taxation de la plus-value, ce genre de choses. Il y a également une autre case, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'arrive donc sur la 2042. Encore une fois, Pascal, merci pour la question. Microfoncier, vous le voyez, elle est en 2042 et le régime réel, déficit imputable sur les revenus fonciers, déficit imputable sur le revenu global, les 10 700 euros que j'ai évoqués, c'est ce résumé-là. Je le redis, je suis peut-être un peu redondant. Sur l'impôt.gouv, ça vient se mettre automatiquement, mais c'est toujours bon quand même de regarder si ça a bien été pris en compte. Et si c'est sur papier, évidemment, il faut le faire soi-même. Et ensuite, le revenu, un déficit imputable sur les revenus fonciers, les 40 708, pourront s'utiliser au fil de l'eau dans les prochaines années, dans une limite de 10 ans. Jérémy, tu as peut-être vu parfois des oublis là-dessus ou des mauvais calculs. Enfin, là, c'est une partie un peu fine parfois, mais pas spécialement compliquée, mais il faut être vigilant. Bah, à l'époque de la déclaration papier, oui, parce que les reports dans les cases étaient un petit peu différentes. Maintenant qu'on est pratiquement tous à la déclaration en ligne, si on remplit bien sa 2044, les reports se font naturellement et il n'y a pas vraiment d'erreur. Je te rejoins là-dessus, c'est vrai que ça diminue de plus en plus, ça facilite aussi le travail des impôts et c'est pour ça que voilà, faut essayer d'être le plus précis possible avec les documents, bien garder ces documents, on le dira tout à l'heure et en logique, il y a de moins en moins de problématiques de report. C'était souvent là que les erreurs se passaient parce que pour comprendre un déficit imputable d'un déficit antérieur non encore imputé, parfois c'était un peu difficile. Quel impact sur votre impôt? C'est simple, déduction des travaux, déficit du plafond des 10 700 euros, soit une déclaration de 61 300. Si je ne suis pas trop mauvais en maths, 72 000 moins 10 700, ça nous fait 61 300 euros, soit un gain net d'impôt de 3 210 euros. Donc j'ai baissé ma fiscalité de 3 200, pardon, j'ai amené ma fiscalité, je vais y arriver, à 5 100 euros, 111 euros. Tout à l'heure, on était plus proche des 10, donc il y a un gain fiscal qui est plutôt cohérent et qui permet finalement de financer sa deuxième opération, un bout de ses travaux, et qui aide à ne pas trop être fiscalisé sur les revenus fonciers engagés. Jusque-là, c'est assez clair. Ensuite, on va passer... J'ai laissé libre cours à mes collaborateurs sur le texte. Monsieur Harvey et Madame Donna font un investissement dans un troisième bain et en 2019, ils rencontrent un super coach en immobilier, un certain Romaric Godmer, pour optimiser leur fiscalité. Bon, ils choisissent un appartement. On a fait un cas concret d'une action fiscale en loi Pinel, donc à Blanquefort, donc sur une zone qui se situe près de Bordeaux, et contractent un prêt de 300 000 euros. Ce qui est le plafond d'ailleurs des niches fiscales de notre loi Pinel française. Achat d'un troisième appartement, j'ai simplement repris l'appartement de Bordeaux, l'appartement de Toulouse et puis l'appartement de Blanquefort. C'est reparti, on calcule nos revenus fonciers bruts annuels, 24 600 euros. Vous voyez qu'il n'a toujours pas changé, ils n'ont toujours pas changé d'état d'esprit, ils le mettent toujours en gestion, il y aura toujours une taxe foncière et il y a un bout d'intérêt bancaire qui est un peu plus élevé évidemment que celui de Toulouse, étant donné que le montant d'investissement est plus élevé.
On prend les mêmes, on recommence. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. Vous avez vu qu'en page 2 et 3, ben, il y a les colonnes qui s'additionnent. Alors, pour les plus ambitieux, on voit que là, il y a 4, 8 biens. Bon, ben, pour ceux qui dépassent, pourquoi pas, il faut rajouter des 2044. C'est assez rare. Mais voilà, là aujourd'hui, on en est à 3. On le reporte dans la 2042 comme c'était prévu et on recommence sa petite déclaration. Attention, ça c'est quelque chose de très important. Sur du revenu foncier classique, tout à l'heure j'ai dit 2044, on va parfois avoir une 2044 spéciale et surtout une 2044 EB qui demande, notamment en termes de loi Pinel, lorsque je suis livré, un statut du bailleur privé pour un engagement de location. Je rappelle que pour avoir une action fiscale, il faut s'engager à le louer pendant 6, 9 ou 12 ans. On va passer les détails, hein, Jérémy, sur les possibilités de rajouter justement ces 3 plus 3, mais on choisit 6 ans ou 9 ans sur un premier engagement de location, et il faut donc mettre son bail, sur quelle loi je décide de m'engager, sur combien de temps je décide de m'engager, quand est-ce que j'ai acheté, les dates de livraison et les dates de permis de construire. Je te ferai faire une aparté, Jérémy, sur notamment le risque fiscal à bien maîtriser sur la date de livraison et de bien être vigilant sur ce sujet-là. Et je vais donc reporter dans une 2042C mes 300 000 euros qui me permettent d'avoir 18% du montant investi, c'est 2% par an chaque année. Donc ça fait 6 000 euros de réduction d'impôt sur ce bien investi en loi Pinel. Jérémy, tu peux juste sur la 2044B faire un petit commentaire sur le risque, enfin sur la précision, j'ai envie de dire, de l'impact fiscal et du départ de l'impact fiscal. Oui. Alors, la 2044B, ce qu'il faut comprendre en fin de compte, c'est le contrat que l'on passe avec l'État, puisque le dispositif fiscal, comme la loi Pinel, on s'engage à certaines choses à respecter pour bénéficier de cet avantage fiscal et qui n'est pas justement une requalification de cet avantage. Donc, effectivement, la date de livraison, et, en tout cas la date d'achèvement des travaux, est une date importante, puisque si l'on voulait défiscaliser sur les revenus 2019, il fallait avoir une date d'achèvement des travaux avant le 31 décembre de l'année pour pouvoir bénéficier de cet avantage. Si on avait eu une date d'achèvement des travaux, par exemple en février 2020, on pourrait déclarer son Pinel uniquement sur la prochaine déclaration et non pas celle-ci, sur les revenus 2020. Autre élément à prendre en compte dans cette 2044B, c'est effectivement le prix, les surfaces, puisqu'il y a certains montants qu'on ne peut pas dépasser en loi Pinel. Et donc, c'est ça qu'il vérifie au final dans ce contrat. Oui, merci Jérémy. Effectivement, je n'avais pas soulevé ce point-là. Bien relire son contrat, bien relire parfois même le BOFIP pour être sûr de bien prendre en compte les parties extérieures, en tout cas la moitié des surfaces annexes. Bref, il y a un peu de détails là-dessus. C'est un peu touchy. Il faut juste être vigilant pour ne pas se tromper sur tout est possible. Hein. Enfin, je veux dire, pas plus bête que les autres, mais soyez bien vigilant sur la surface à défiscaliser et le prix et le plafond, double plafond de loyer et de prix d'investissement. Tout à fait. Et je précise pour Valérie qui nous pose la question, effectivement, cette 2044 EB est à remplir uniquement la première année. Oui, exactement. Exactement. Ça t'est arrivé, Jérémy, peut-être d'avoir des oublis sur cette 2044B? Parfois, certains? Non, ça ne m'est pas arrivé. J'ai rencontré déjà une personne qui avait fait un investissement Pinel, une ancienne loi de défiscalisation, qui avait effectivement oublié de remplir sa 2044 BRE pour la première année, mais elle a pu faire une déclaration rectificative et tout est rentré dans l'ordre. Okay. Pas de problème. C'est pour ça qu'il faut bien suivre sa déclaration chaque année pour rectifier au cas où une erreur est humaine. Et l'État, d'ailleurs, permet, entre guillemets, de le faire, sauf d'omettre de déclarer ses revenus. Mais voilà, il y a des ajustements qui sont possibles quand même. Donc, il y a toujours cette petite chape de plomb et la peur de la fiscalité qui est normale. Hein. Mais voilà, on peut tranquillement se reposer en suivant pour essayer de récupérer ça. Bon, l'impact sur les impôts, on l'a vu, déclaration 61 300, résultat de l'impôt 5 111, réduction d'impôt de 6 000, Champagne, certains aiment ça, montant d'impôt à zéro. C'est l'avantage effectivement de l'impact fiscal. Donc, il est possible d'être propriétaire de 3 appartements et de ne pas payer d'impôt.
évidemment, vous l'avez vu, la formation n'a pas été faite au hasard, elle est construite. C'est qu'il y a des moments où on fait l'un, on fait l'autre, on fait les trois, on fait les deux. Ça, c'est une question de situation. Là, c'est un cas très concret. Il faut pouvoir l'appliquer personnellement. La bonne nouvelle pour Monsieur Donat, Madame Harvey, ou Monsieur Harvey, Madame Donat, c'est évidemment de tomber sur un impôt à zéro. C'est toujours plus sympa et de s'être pris en main sur ce sujet. Ce qu'il faut retenir pour déclarer ses revenus fonciers. 1. Les investissements immobiliers peuvent optimiser votre fiscalité sur différents schémas et il est dépendant de la situation de chacun. Beaucoup de gens, et Jérémy, on en parle souvent, mais nous disent mais qu'est-ce que je dois faire? C'est rien, vous allez voir un médecin, si vous restez sans rien dire, il peut pas analyser. Donc ça dépend de chacun. Ensuite, remplir sa déclaration de revenus fonciers, c'est pas très compliqué. C'est facile si on est bien concentré, si on n'a pas quatre gamins qui vous sautent en même temps sur le bureau et qui vous demandent d'aller jouer tous les 2 minutes. Donc c'est de se concentrer, de prendre bien tous les documents, de ne pas oublier naturellement si j'ai une femme de ménage, ce genre de sujet, voilà, de continuer à collecter, à déclarer intelligemment. Et j'ai devancé d'être rigoureux et organisé et de sauvegarder vos documents minimum pendant 4 ans. Ça, c'est important. C'est important parce qu'on l'oublie. Parfois, on se dit, oh, je dois être à peu près, j'ai vu des gens déclarer, je dois faire à peu près 4 000 euros de travaux. Le jour où on vous demande les documents, il vaudrait mieux pouvoir les fournir parce que sinon, c'est pas très drôle. Jérémy, tu peux peut-être parler de certaines requalifications que tu as vues dans des clients qui t'ont sollicité pour les aider quand ils ont eu un contrôle ou comment ça se passe dans ces moments-là? Ça se passe généralement bien si on est organisé. Parce que bon, l'erreur est humaine, ça peut arriver de se tromper dans sa déclaration. Cependant, ce qu'il faut, c'est que vous soyez organisé et rigoureux avec que vous ayez la main, en tout cas, sur tous les papiers dont vous avez besoin, les relevés de gestion, votre attestation notariale. Donc, c'est vrai que si vous avez un espace privé pour stocker tout ça, c'est quelque chose qui peut vous aider ou se rapprocher de la personne avec qui vous avez fait l'opération. Un contrôle, ça peut arriver, c'est rien de bien méchant. À partir du moment où on est dans les règles et que tout va bien. Oui, et ce que tu dis là est très vrai, c'est que, un, c'est du déclaratif. Deux, dans un contrôle, c'est pas l'État part du principe, montrez-moi que ce que vous avez déclaré est juste. C'est pas vous avez menti. Exactement. Il y a des tests et puis c'est aléatoire. Bon, par contre, si vous voient que vous avez déclaré quelque chose de faux, la deuxième fois, ils vous diront pas ce genre de remarques sur le même ton, évidemment. Donc l'idée, il y a plein de mécaniques. Vous le voyez là aujourd'hui pour optimiser. Ça sert à rien de vouloir trichoter pour gagner 3 francs 6 sous et reprendre un coup de bambou dans 2 ans. Il vaut mieux s'organiser dans les règles de l'art. L'État aujourd'hui français est certes très compliqué, un des plus fiscalement compliqués au monde, mais il y a une multitude de possibilités pour essayer d'optimiser et c'est ce qu'on essaie de vous montrer aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. Pour me contacter ou nous contacter avec Jérémy, alors l'adresse de Jérémy elle est aussi simple que la mienne, c'est son prénom avec un y @harvey.fr. Voilà, nous on est là pour vous donner de l'information, on est ravis de pouvoir le faire. On prend notre casquette aujourd'hui d'expert immobilier et de formateur. L'idée c'est de vous apporter du contenu et que vous puissiez commencer à comprendre l'intérêt d'être organisé, d'être informé et ensuite en cas de blocage, de pépin ou simplement d'être rassuré, on est de toute façon à votre disposition. Je vais sortir du petit PowerPoint et peut-être répondre aux questions ou avoir 2-3 commentaires et laisser peut-être Jérémy faire un. Oui, il y a quelques questions. Je réponds à Pascal. Oui, vous aurez en tout cas le replay de la formation. Donc, vous pourrez le reconsulter. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je réponds à Valérie qui demandait si la 2042C, la 2042C, c'est par contre toutes les années qu'il faut la remplir, contrairement à la 2044 EB. Sauf que la première année sur la 2042C, on met le montant de l'investissement. Et sur les prochaines années, on met juste le report de la réduction d'impôt. Alors attention, ne mettez pas la première année 300 000 et la deuxième année 300 000, parce que sinon, ça va faire un peu beaucoup en report de réduction d'impôt. Tout simplement.
C'est vrai. Oui, alors c'est vrai qu'on l'a pas fait parce que il peut y avoir plusieurs formations. Ça fait déjà un petit 45 minutes. Parfois, c'est un peu redondant, mais c'est vrai qu'il y a des choses après à reporter sur l'Épinel et à faire attention. Il y a des oublis et pas plus tard qu'il y a, bah là, on est en plein des cas, hein, qu'il y a, il y a 5-6 jours, un de mes clients avait juste un peu oublié de cocher une case et était en train de s'asseoir sur 45 000 euros d'action fiscale parce que bah, sur le délai qui courait, bah, l'État ne fait pas les reports automatiques pour rendre l'impôt. C'est assez bizarre parce qu'on s'engage sur 6 ans d'action fiscale, notamment sur ce cadre-là, ou tout simplement le revenu foncier et le déficit. Et par contre, il ne faut pas oublier de le remettre l'année d'après parce que sinon, bah, ça ne les dérange pas vraiment de pas le rendre. Voilà. Est-ce qu'on avait d'autres questions? Alors, c'est quoi le CIMR? Ah, bah, tu as répondu. D'accord, ouais. C'était pour l'année blanche, effectivement, pour l'année blanche. Bah, on est ravis d'avoir pu faire cette formation. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le cellier aussi? Valérie Buisson, on n'y a pas répondu. On y a répondu, Jérémy, sur le cellier? Non. Pour le cellier. Valérie Buisson. Valérie, oui, pour le cellier. Alors, le cellier, j'ai dit tout à l'heure 2044 et 2044 spécial. Le cellier, il faut savoir si vous êtes en cellier ou si tu es en cellier intermédiaire ou en cellier classique. C'est une option qui est choisie au démarrage avec le plafond du loyer. Ce plafond de loyer détermine si tu es en intermédiaire ou en classique et qui permet d'avoir un surplus de réduction d'impôt entre la 9e et la 15e année et une déduction supplémentaire sur les loyers. Il n'est pas possible de revenir en amont si le loyer était, parce qu'il était plus haut en classique qu'en intermédiaire, c'est pas possible de revenir dessus. Donc sur la cellier, c'est une 2044 spéciale. Donc c'est juste l'autre pour pouvoir bénéficier des amortissements. Et oui, il y a également le report. Je suis désolé, on n'a pas fait la 2044S, juste parce qu'aujourd'hui, elle est moins présente sur les nouvelles lois fiscales. Mais moi, personnellement, par exemple, je fais effectivement une 2044 spéciale. On pourra y revenir dessus un peu plus tard si besoin. Intermédiaire, Valérie, effectivement. Donc, il y a un amortissement en plus et il y a une déduction supplémentaire sur les loyers. J'espère que tu as bien validé qu'on était dans les bons plafonds de loyer intermédiaires. Est-ce qu'il faut également compléter? Oui, il faudra également compléter la 2042C. Pascal Arnaud, merci. Bonne continuation. Très bien. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Alors, je ne voyais pas. Donc, Jérémy, tu avais, toi, pu voir. Super. Eh ben, je pense qu'on va pouvoir vous libérer s'il n'y a pas d'autres questions. Jérémy, merci d'avoir donné de ton temps. Je suis ravi d'avoir fait la formation avec toi. Ravi qu'on ait eu autant de demandes. Et puis, on va conclure. Déconfinement, ça arrive. Ça dépend de la région. Et puis, bonne soirée à tous. Et puis, à une prochaine formation. Vous aurez de toute façon le replay sur vos mails. Donc, suivez-nous. Et puis, un petit pouce, c'est toujours sympa. Prenez soin de vous. Merci à vous. Prenez soin de vous. Au revoir.